Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Est-ce que ceux qui sont déjà connectés, que je remercie, peuvent me faire signe avec un pouce s'ils m'entendent correctement, s'il vous plaît? Super, bon, j'ai signe que tout le monde entend bien, c'est parfait. Eh bien écoutez, je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous propose d'attendre quelques minutes, le temps de laisser l'opportunité à ceux qui seraient potentiellement encore un peu de retard de nous rejoindre. Et d'ici 1 ou 2 minutes, on va commencer ce webinaire sur l'anonymisation de données de séries temporelles. En attendant, je vais profiter de l'opportunité en attendant que les personnes se connectent pour qu'on se présente tous les deux, Olivier et moi. Donc, Morgane Guillaudeux, je suis data scientist chez Octopies depuis près de 6 ans maintenant. J'ai participé au développement de la méthode d'anonymisation qui avait fait l'objet d'un précédent webinaire dont on vous donnera le lien lors de celui-ci. Et je suis également, pour des aspects réglementaires, délégué à la protection des données chez Octopies. Et je laisse Olivier se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Olivier Réné-Couder, donc je suis data scientist chez Octopies depuis 3 ans et j'ai la chance de travailler aussi bien sur le côté recherche, implémentation de solutions d'anonymisation que sur l'application de ces techniques sur des cas d'usage réels. Donc vous pourriez voir tout ça dans cette présentation. Écoutez, il est 11h02. Je vous propose de commencer gentiment ce... J'allais demander si tout le monde m'entend bien ou si c'est juste Morgane qui me dit qu'il ne m'entend pas très bien. Je veux bien une tournée de pouces aussi, si possible. Ok, Ouais. c'est toi, Morgane. C'est bon. C'est bon, tout le monde t'entend bien, Olivier. Du coup, je vous propose de commencer gentiment ce webinaire. Ça devrait faire venir les personnes restantes. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est de vous présenter et de parler de méthodes d'anonymisation, en tout cas la méthode qu'on a développée chez Octopies pour traiter le cas spécifique des données de séries temporelles. Et pour organiser ce webinaire, on va commencer par faire un rappel rapide qui reflète ce qu'on avait évoqué lors du premier webinaire, donc de notre méthode générale pour traiter des cas tabulaires. Et ensuite, on viendra présenter l'application de cette méthode sur des données de séries temporelles avec des cas d'usage de mise en application de la solution. Et on vous proposera de terminer par une séance de questions-réponses. Donc, commençons dès à présent par un bref rappel de ce qu'on avait évoqué lors du premier webinaire. Pour information, vous avez le lien dans les questions-réponses vers ce premier webinaire. Mais on va évoquer ensemble notre méthode d'anonymisation initiale qui permet de gérer l'anonymisation de données tabulaires. Donc, l'objectif de notre méthode d'anonymisation, et de toutes nos méthodes d'anonymisation qu'on développe chez Octopies d'ailleurs, c'est de générer des versions synthétiques des jeux de données d'origine. Alors, on va générer des données synthétiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont par défaut anonymes, mais on est capable, en adjoignant des métriques qui sont spécifiques, de prouver cet anonymat et donc de garantir que les données qu'on génère, elles sortent du cadre d'application du RGPD, elles sont bien anonymes au sens du RGPD. L'avantage de générer des données synthétiques, c'est qu'on va être capable de conserver l'ensemble des propriétés structurelles du jeu de données, en premier lieu, et deuxièmement, on va être capable de conserver un maximum des propriétés statistiques du jeu de données d'origine, et donc être capable de
à la fois libérer le potentiel des données en le faisant sortir du cadre d'application du RGPD, tout en conservant tout le potentiel statistique qu'il contient. Pour ça, pour la conservation de l'utilité, on est capable de conserver un large panel d'indicateurs, allant d'indicateurs simples, univariés, comme des moyennes, des écarts types, des distributions, etc., jusqu'à des indicateurs qui sont plus avancés, multivariés, qui prennent en compte des relations entre plusieurs variables. Et comment on le fait? On va le voir tout de suite par un rappel sur notre méthodologie. Mais avant ça, petit rappel sur le périmètre des méthodologies qu'on utilise chez Octopies. Donc, historiquement, la première solution qu'on a développée, c'est une solution d'anonymisation sur des données tabulaires avec des enregistrements indépendants, c'est-à-dire que chacune des lignes d'un jeu de données correspond à un individu indépendant. Donc, c'est le petit rappel qu'on va faire ensemble dans les premières minutes. On a ensuite développé une solution sur des enregistrements dépendants de type série temporelle. C'est ce qu'on va évoquer par la suite de ce webinaire qui fait l'objet principal de ce webinaire. Et enfin, on a développé une autre solution qui fera probablement l'objet d'un autre webinaire en tant que tel sur des bases de données multitables qui sont donc des bases de données relationnelles qui sont liées entre elles par des clés. Pour ce qui est du volume qu'on est capable de gérer, on couvre un large spectre de volume de données, allant de quelques dizaines d'enregistrements pour des essais cliniques, par exemple, sur des maladies relativement rares, à plusieurs milliards d'enregistrements récemment sur des grosses bases de données. Et pour ce qui est des types de données qui sont gérées par nos méthodologies, ils sont listés ici. On a des données qui peuvent être numériques, à la fois des entiers, des décimaux, des variables catégorielles à grand nombre de modalités, des dates, des booléens, et également la gestion des données manquantes. Donc, vous voyez déjà ici qu'on met de côté tout ce qui va être images et texte libre, et pour une raison qui est très simple, parce que la définition de ce type de données, du caractère anonyme de ce type de données, n'est pas définie par la réglementation juridique. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur ce qu'on est capable de prouver véritablement au sens de la réglementation actuelle comme étant anonyme, donc les données tabulaires. Donc, ce petit point dont je parlais sur le rappel de notre méthode tabulaire, donc ici, on n'est pas sur de la série temporelle, on est sur notre méthode historique. Ce graphique qui schématise notre méthodologie, elle est extraite de notre publication qu'on a fait en 2023 et qui est issue de la revue Nature Digital Medicine. On va vous mettre le lien également de cet article qui est en Open Science dans l'onglet questions-réponses. Et donc, la méthodologie, c'est la suivante. Comme je vous le disais, l'objectif, c'est qu'on a notre jeu de données d'origine qui est fait de données personnelles, qui est représenté en orange à gauche sur mon schéma. Et l'objectif final, c'est d'avoir un nouveau jeu de données avec des individus synthétiques qui conservent les propriétés structurelles d'origine, mais qui est fait d'individus qui sont parfaitement anonymes et synthétiques. Donc, le tableau en vert qui est représenté sur le schéma. Donc, pour ça, on a plusieurs étapes. Notre première étape, c'est une étape de projection avec une méthode de projection qui va être assimilée à la famille de l'ACP. L'objectif, c'est de transformer chacun de nos individus en coordonnées dans un espace multidimensionnel pour pouvoir faciliter la computation. Et donc, vous voyez que à l'étape A, on a transformé chacun de nos individus en un point, basiquement dans un espace à plusieurs dimensions, de telle sorte que les individus qui se ressemblent en termes de caractéristiques sont proches dans cet espace, et les individus qui sont très différents, au contraire, sont éloignés dans cet espace, et on va faire comme ça une clusterisation de nos individus. La deuxième étape, elle consiste à appliquer un algorithme de recherche des plus proches voisins, donc un algorithme KNN, K étant un paramètre de la méthode. Et pour chacun des individus, donc c'est matérialisé par les 3 encarts de l'étape 2, l'individu 1, l'individu 2, etc. jusqu'à l'individu N, qui sont représentés à chaque fois en noir, dans les petits carrés. On va venir regarder par l'algorithme KNN qui sont les K plus proches voisins. Donc dans l'exemple ici, on en a pris 12. Et donc, autour de chacun des individus, on va permettre de générer un espace de modélisation de l'entourage de chacun des individus, représenté en gris sur le schéma.
Et enfin, au sein de cet espace de modélisation, autour de chacun des individus, on va venir générer une nouvelle coordonnée synthétique avec une formule qui contient de l'aléa pour déjà assurer le côté anonyme, évidemment. Mais le fait que ça soit généré au sein d'un espace de modélisation local, ça permet de s'assurer de la plausibilité de l'individu. On va venir générer un individu qui aurait pu exister dans la cohorte. Donc on fait ça pour chacun des individus, de telle sorte qu'on a autant de coordonnées de points verts, entre guillemets, qu'on avait de points orange. Et la dernière étape, ça consiste à faire l'inverse de ce qu'on a fait à l'étape A, c'est-à-dire de repasser deux coordonnées à une donnée, à des données structurelles avec la même structure que ce qu'on avait à l'origine par une inversion matricielle. Donc voilà pour la méthodologie, brièvement expliquée de notre schéma tabulaire. Si vous souhaitez plus d'informations, tout ça c'est à la fois disponible dans notre publication, mais aussi disponible dans notre documentation en ligne, dont on va vous mettre le lien dans le questions et réponses. Hein. Tout est public, on a un fort vœu de transparence sur tout ce qu'on fait. Donc ensuite, on a parlé rapidement de cet aspect d'aléa, de générer au sein de notre espace de modélisation une nouvelle coordonnée avec de l'aléa. Ce bruit pseudo-aléatoire, il est défini par les formules mathématiques qui sont décrites ci-dessous. Globalement, ça va être un barycentre pondéré des voisins, mais pondéré par un bruit aléatoire, puisque justement, on veut volontairement qu'il n'y ait pas de recette unique qui permette d'aller de l'individu à la donnée synthétique, et donc que ce soit vraiment un processus irréversible. Et donc, ces facteurs aléatoires, ils contiennent une contribution et une distribution exponentielle qui permettent d'aller parfois chercher, bien explorer l'intégralité de l'espace de modélisation locale et pas se concentrer uniquement sur le barycentre de la zone. Et enfin, donc si on passe à la diapo suivante, le dernier point de la méthode, c'est vraiment d'être capable de prouver que nos données sont bien anonymes au sens du RGPD. C'est ce qui fait tout son intérêt. Donc là, on voit que statistiquement, la méthode qu'on a employée, elle permet de conserver les propriétés statistiques parce qu'on génère des individus plausibles. Mais il faut aussi être capable de prouver que nos données qu'on génère, elles sont bien anonymes au sens du RGPD, puisque l'anonymat, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se prouve. C'est quelque chose qui est clairement indiqué par le RGPD et par la CNIL. Et donc, pour ça, on a développé tout un lot de métriques qui font pas l'objet de ce webinaire, évidemment, mais qui sont décrites de façon extensive dans notre documentation publique qui est accessible par le QR code ici présent. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que chacune de nos métriques, elle va chercher à vérifier des scénarios d'attaque qui correspondent à chacun des 3 critères identifiés par le Comité européen à la protection des données, qui s'appelait avant le G29, qui sont nommément l'individualisation, la corrélation et l'inférence. Et on va venir vérifier par des scénarios d'attaque que chacun de ces 3 critères sont satisfaits. Et donc, on apporte la preuve à la fin par un rapport généré automatiquement que les données sont bien anonymes au sens du RGPD et donc qu'elles sortent de son cadre d'application et qu'elles peuvent être réutilisées pour des usages secondaires. Voilà pour la fin de l'introduction sur la méthodologie donc appliquée à un cas historique standard de données indépendantes et tabulaires. Et je vous propose de passer la main à Olivier pour le cœur de ce webinaire, à savoir son application sur des données de série temporelle. Très bien, merci Morgane pour ce rappel. Donc oui, comme Morgane l'a dit, pour l'instant, nous avons parlé principalement de données tabulaires où on avait une ligne qui représentait un individu. Et donc maintenant, on va se pencher sur un autre type de données que l'on trouve dans beaucoup de cas d'usage, et donc il s'agit des séries temporelles. Mais avant tout, on va redéfinir ensemble ce qu'est une série temporelle. Donc une série temporelle, c'est une séquence d'enregistrements avec une notion de dépendance entre les enregistrements. Donc par exemple, un rythme cardiaque, c'est une série temporelle. On va avoir une séquence de valeurs, mais une valeur mesurée à un instant T va dépendre fortement des mesures précédentes de cette série temporelle. C'est ce que vous voyez sur la droite. Vous avez un schéma qui vous montre à quoi ressemble un jeu de données avec des séries temporelles où on a un identifiant qui va être l'équivalent d'un individu. Donc ça peut être un patient, par exemple. On va avoir une variable de temps
Donc, c'est les pas de temps auxquels ces enregistrements ont été effectués. Et on va avoir une ou plusieurs variables pour lesquelles on aura des valeurs à chacun de ces pas de temps pour ces différents individus. Donc, dans le contexte des avatars et des séries temporelles, là, on voit bien qu'un individu est désormais défini par un ensemble d'enregistrements, donc plusieurs lignes, ce qui fait vraiment une différence avec ce qu'on a vu précédemment, où on avait une ligne égale un patient. Et donc, c'est la projection que l'on a utilisée, que l'on a présentée pour les données tabulaires, pour les données standards, donc de type PCA. Cette projection ne permet pas de conserver cette logique de dépendance entre les enregistrements successifs. Et donc, il va falloir, quand on va traiter des données de séries temporelles, il va falloir redéfinir la projection que l'on utilise. Il va falloir passer par une autre projection. Et on va en parler. De plus, certaines informations qui font partie de la série temporelle vont devoir être anonymisées parce qu'elles sont potentiellement réidentifiantes. Par exemple, le nombre de points que l'on peut avoir dans une série temporelle peut être réidentifiant, ou alors la durée d'une série temporelle peut être réidentifiant. Donc, ces données-là vont devoir être anonymisées aussi. Donc, c'est de la métadonnée que l'on va devoir anonymiser en plus de la série temporelle elle-même. Voilà, il existe également une contrainte à l'anonymisation de séries temporelles. Alors, c'est vraiment une contrainte qui est liée à la projection, et on va le voir par la suite, mais les séquences d'enregistrement de différents individus doivent être normalisées. Ça veut dire qu'elles doivent être représentées dans une même période temporelle, et elles doivent être alignées. Donc, elles doivent avoir des enregistrements au même pas de temps sur cette période temporelle. Donc là, si on remonte à l'exemple en haut à droite, on voit bien qu'on a des variables, des données, des valeurs pour chacune des cases de ce tableau. On n'a pas de données manquantes, ça veut bien dire qu'on a autant d'enregistrements pour chacun des individus et au même pas de temps. Après, si ce n'est pas le cas dans vos données, si les données que vous voulez anonymiser ne sont pas normalisées, ne sont pas alignées, il ne faut pas paniquer parce que cette étape est vraiment importante pour la projection et il existe des techniques pour normaliser, aligner les données. C'est quelque chose que l'on a intégré, que l'on a récemment ajouté à notre outil. Donc, on peut gérer des données non normalisées et non alignées. Voyons maintenant comment sont gérées les séries temporelles dans la méthode Avatar. Donc là, on va vraiment s'appuyer toujours sur les grands principes que Morgane a présentés plus tôt. Et pour mieux comprendre, je vous propose de prendre un exemple avec 3 jeux de données, 2 séries temporelles, donc la Time Series Data 1 et 2, et un jeu de données standard qui pourrait contenir, par exemple, des données démographiques d'un patient, des choses qui ne vont pas changer, des choses qui ne seront pas des séries temporelles. Et on va vouloir anonymiser l'ensemble de ces données, donc plusieurs séries temporelles et les données démographiques. Donc, dans un premier temps, les données de chacun de ces jeux de données va être projeté dans un espace numérique multidimensionnel, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et on va voir précisément comment on peut projeter certaines de ces données. Donc, pour la table Vanilla, on l'a déjà vu, on peut utiliser des données, une projection de type PCA. Et dans un deuxième temps, les données vont être concaténées afin de n'avoir qu'un seul jeu de données à traiter. Et donc, on voit bien qu'une fois qu'on a fait la concaténation, on se retrouve dans une configuration où une ligne égale un individu. Et donc là, on est dans la même configuration que pour les données tabulaires classiques que l'on a vues précédemment. Ce qui veut dire que la génération des coordonnées avatar, donc l'étape 3, va être complètement inchangée par rapport à ce que l'on a vu précédemment. Donc, ce qui change réellement quand on traite des données de séries temporelles, c'est vraiment la projection et la possible concaténation si on a plusieurs séries temporelles, enfin plusieurs variables ou plusieurs jeux de données de séries temporelles. Donc, une fois générées, les coordonnées sont séparées pour permettre la transformation inverse de chaque projection. Donc, c'est vraiment le but de l'anonymisation, c'est de revenir, comme l'a dit Morgane, dans l'espace structuré, dans un espace des données d'origine. Et donc, il va bien, puisqu'on a mis les données ensemble, il va falloir les diviser pour faire cette transformation inverse sur chacun des jeux de données.
Et donc, il y aura une dernière étape qui va s'occuper de modifier les identifiants et de mélanger les données au sein de chacun des jeux de données. Mais tout ça de manière cohérente. On veut vraiment garder donc il y a une logique de clés primaires, clés étrangères qu'il va falloir conserver lors de, de ce mélange de la donnée. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, il est nécessaire d'adapter la manière avec laquelle on va projeter les données lorsqu'il s'agit de séries temporelles. Donc, on ne va pas utiliser de la PCA, parce que la PCA ne va pas conserver les relations entre les enregistrements successifs. Mais lorsqu'on parle de séries temporelles, tout ce qui est projection, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur différentes approches. Il existe plusieurs techniques qui peuvent s'appliquer dans le contexte de la méthode Avatar. Et il faut comprendre que la méthode Avatar, en fait, va pouvoir utiliser toute technique de projection qui va permettre la reconstruction de la donnée d'origine. Donc, vous l'avez bien compris, il y a toujours dans nos schémas une étape de projection, une étape de transformation inverse. Et donc, on va pouvoir potentiellement s'appuyer sur des transformations qui viennent du domaine fréquentiel, enfin, passer dans le domaine fréquentiel, passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, avec par exemple des transformées de Fourier. Donc là, la transformée de Fourier nous permet de projeter de la donnée et également de faire l'opération inverse. C'est quelque chose qu'on pourrait utiliser lorsque l'on aura des cycles dans la donnée, on aura une sorte de régularité du signal qui va nous permettre d'utiliser ce genre de projection. Dans d'autres cas, on va pouvoir utiliser une extension de la PCA, au contexte fonctionnel, donc c'est la FPCA, donc Functional Principal Component Analysis, et qui va se baser sur le fait qu'on va considérer une série temporelle comme l'expression d'une variable, donc la donnée d'un capteur par exemple, en fonction du temps. Donc c'est vraiment fonctionnel parce qu'on est en fonction du temps. Et dans la FPCA, on va apprendre des fonctions propres à partir de la donnée. Et vous avez un exemple en bas à droite qui vous montre qu'un enregistrement, comme celui qui est en noir, donc là on a vraiment une série temporelle très simple avec 3 pas de temps, hein. On voit les 3 pas de temps à t égale 0, t égale 1 et t égale 2. On va voir que cette série va pouvoir être projetée sur les fonctions propres qui ont été apprises. Et donc, on va se retrouver avec 3 fonctions propres. Et la projection du signal noir va nous donner 3 coefficients que l'on va pouvoir voir ici. Donc, un coefficient pour la fonction propre bleue, un coefficient pour la fonction propre jaune et un coefficient pour la fonction propre vert. Et donc, notre signal va pouvoir être décomposé pour arriver à 3 coefficients. Voilà. Donc ensuite, il faut prendre en compte une spécificité des cas d'usage en règle générale, qui est qu'on traitera rarement d'une seule variable. Et donc, l'aspect multivarié est assez important lorsqu'on traite des séries temporelles. Donc, on peut avoir plusieurs variables, plusieurs capteurs. Et également, on peut avoir peut-être qu'un seul capteur, mais les données démographiques. Donc, il va falloir gérer cet aspect-là. Pour ce qui est de plusieurs capteurs sans données démographiques, on peut se baser sur des projections qui elles-mêmes sont multivariées. Donc la FPCA existe dans une version multivariée. Sinon, on peut également appliquer une deuxième projection, par exemple en utilisant une PCA sur le résultat de plusieurs projections, sur le résultat de chacune des projections au moment de la concaténation. Et ça va permettre de prendre en compte les relations qui existent entre les séries temporelles, donc entre les différents capteurs, et peut-être les relations entre les capteurs et certaines informations que l'on a dans les tables standards, donc dans les données démographiques dans l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un aspect, l'aspect multivarié qui est pris en compte dans notre approche et qui permet, en combinant les projections de séries temporelles avec une deuxième projection de type PCA, on arrive vraiment à gérer tout l'aspect univarié, mais également l'aspect multivarié.
Donc, j'espère que c'était clair. Maintenant, je vous propose de passer à l'étude de 2 cas d'application. Le premier cas d'application, le premier cas d'étude est issu de nos travaux au sein du consortium Confiance AI. C'est un consortium qui réunit plusieurs gros acteurs de l'industrie. Donc, on peut citer Airbus, Thales, Air Liquide, parmi d'autres, et qui réunit également des startups dont nous faisions partie et des universitaires sur le thème de l'IA de confiance. Et donc, par le biais de ce projet, on a pu travailler sur l'anonymisation des données d'un de ces partenaires. Il s'agissait de données de capteurs industriels et tout cela dans un contexte de machine learning et en particulier de détection d'anomalies. Donc, la solution Avatar a été utilisée pour anonymiser les données mises à disposition par ce partenaire dans le but d'apprendre un modèle de détection d'anomalies. Donc, il s'agissait d'un modèle de type 1D CNN, donc un réseau de neurones qui a été entraîné. Et la méthodologie qui a été mise en place a été d'anonymiser des données d'entraînement, d'entraîner le modèle et de faire exactement la même chose sur les données d'entraînement, les mêmes données d'entraînement, mais non anonymisées, et ensuite d'utiliser des données de test pour obtenir des scores d'anomalies, sachant que les données de test étaient des données non anonymisées, donc vraiment des données réelles. Le but étant de voir s'il est possible d'utiliser un modèle entraîné sur des données avatar pour une utilisation en production, pour une utilisation sur des vraies données. En termes de résultats, donc tout d'abord, les données obtenues en sortie ont bien été anonymisées d'un point de vue RGPD. Donc ça se confirme de manière empirique via les métriques dont on a déjà parlé. Donc, par exemple, d'un point de vue individualisation, la hidden rate, qui est une métrique d'individualisation, est au-dessus de 90%, et c'est un seuil que l'on se fixe comme objectif. L'anonymisation, elle se visualise également au travers des courbes que l'on a produites. Lorsqu'on les compare aux courbes d'origine, ce que vous voyez en haut à droite, il apparaît clairement que certaines des courbes qui peuvent être assimilées à des individus, celles qui sont le plus distinguables, sont modifiées de façon à ne plus être réidentifiables. Et ensuite, d'un point de vue utilité, les signaux sont ressemblants, aussi bien au niveau des signaux bruts, donc on a des distributions qui sont très proches. Donc, la distance d'Ellinger, c'est un de nos indicateurs au niveau des distributions, qui est très faible ici, montrant une distribution très proche. Et on a également des indicateurs sur les agrégats qui montrent que les agrégats sont relativement similaires, avec des différences qui sont proches de zéro lorsqu'on regarde la moyenne, l'entropie, l'autocorrélation, ou différentes statistiques qui peuvent être calculées sur les signaux. Donc, d'un point de vue utilité générique, vraiment, on est sur des résultats très, très proches. Et ensuite, d'un point de vue métier, l'entraînement des modèles de détection d'anomalies à partir des données avatar génère des résultats qui sont très proches d'un modèle qui utiliserait des données d'origine. Donc, les scores d'anomalies sont très corrélés. Donc, on a un coefficient de personne qui représente une corrélation entre deux signaux qui est très élevé et qui montre que qu'un score d'anomalie augmente, score d'anomalie d'origine, le score d'anomalie avatar va également augmenter. Donc, on a vraiment une corrélation entre ces deux signaux. Et vous voyez que l'illustration à droite va montrer un exemple particulier avec deux anomalies connues, une en haut et une en bas. Et on va voir que dans les deux cas, on a vraiment une augmentation du score d'anomalie qui est représenté en vert pour les données avatar et en rouge pour les données d'origine. On va vraiment voir que le modèle est capable de détecter une anomalie sur ces cas-là. À noter tout de même que nous ne sommes pas sur des scores d'anomalies qui sont égaux, ce qui n'est pas très important, ce qui n'est pas impactant pour les conclusions, mais qui suggère que différents seuils devraient être utilisés sur des données avatar. Oui, j'aurais dû dire que nous venons juste de publier un livre blanc qui résume et qui donne beaucoup de détails sur ce cas d'usage-là, qui est disponible. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez trouver ça dans le livre blanc.
Le deuxième cas d'usage que nous présentons aujourd'hui se focalise sur des données médicales cette fois, mais toujours des séries temporelles. Et là, il s'agit d'électrocardiogrammes, donc des ECG. Les données que l'on a traitées sont issues d'un jeu de données en open data, donc c'est le jeu de données de Chapman, qui est souvent utilisé dans des études autour des tâches de classification d'ECG. Parce qu'elle contient des ECG pour différentes conditions cardiaques. Il y a 4 grandes classes qui sont représentées dans ces données-là. Et elle comporte plus de 10 000 individus avec des enregistrements mesurés à des fréquences de 500 Hz sur 10 secondes. Donc, dans ce cas d'usage, la méthode Avatar est appliquée au cycle plutôt qu'aux signaux complets, puisqu'il faut savoir qu'un enregistrement ECG est composé d'une succession de cycles qui se répètent avec plus ou moins de régularité. Et donc, le processus d'anonymisation ici, puisqu'il s'applique à des cycles, il s'intègre dans une pipeline, dans une chaîne de traitement qui va, dans un premier temps, segmenter ce que vous voyez dans l'étape de pré-processing, qui va segmenter les signaux complets en cycles, qui va les normaliser, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et aligner les différents points. Puis, les cycles vont être anonymisés, et enfin, on va reconstruire des signaux complets à partir des cycles, pour obtenir de la donnée synthétique qui va bien représenter un enregistrement complet, un ECG complet, et non pas juste un cycle. La projection qui a été utilisée pour cette étude, c'est une DCT, donc qui est proche de la transformée de Fourier. Donc, on est vraiment dans le domaine fréquentiel ici. Et les ECG avatarisés ont été utilisés pour extraire des indicateurs qui ont permis d'entraîner des modèles de classification. Et vous pouvez voir en bas à droite des exemples d'indicateurs. Donc, ce sont vraiment des indicateurs métiers cette fois. Donc, on voit par exemple l'intervalle entre deux pics R. Ça va être un indicateur. On va avoir un segment ST entre le pic S et le pic T. Ce genre d'indicateur qui comporte des informations métiers. Et ce sont ces indicateurs qui ont été utilisés pour entraîner un algorithme de type XGBoost pour classifier les 4 types de conditions cardiaques présentes dans le jeu de données. Et comme pour le cas précédent, on a fait une comparaison entre les deux modèles en utilisant des données de test réelles. Donc, c'est vraiment une méthodologie classique lorsqu'on analyse le potentiel des avatars pour du machine learning. C'est vraiment toujours d'utiliser des données réelles pour le test. Hop. Donc, en termes de résultats, tout d'abord, les données qui sont obtenues sont anonymes, encore une fois confirmées par les métriques de privacy. Les enregistrements sont également ressemblants d'un point de vue statistique, en particulier quand on regarde les statistiques de distribution et de corrélation. Donc la variation of information, c'est une métrique de corrélation. Et ensuite, d'un point de vue métier, les travaux que l'on a réalisés confirment que les données anonymes sont compatibles avec une utilisation en machine learning. Donc là, ça se traduit par une différence en F1 score qui est de 6% entre les données d'origine, entre les résultats obtenus par le modèle entraîné sur les données d'origine et le modèle entraîné sur les données avatar. Et on est autour de 90% en termes de F1 score. Et on voit, vous voyez en bas à droite, les matrices de classification qui montrent les scores relativement proches. Et tout comme l'étude précédente, ces travaux ont été publiés dans une série d'articles scientifiques. Et donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, vous pourrez avoir accès aux détails de ces études. Voilà, et je vais repasser la main à Morgane pour le mot de la fin avant de passer aux questions. Tu es en mute, Morgane. Là, ça devrait mieux marcher. Merci Olivier. Du coup, voilà, juste avant de passer aux questions, on va conclure donc cette présentation. On en profite du coup pour vous dire que la méthodologie que je vous ai présentée déjà à titre
d'introduction et la méthodologie présentée par Olivier sont déjà implémentées dans l'outil qu'on utilise, l'outil d'anonymisation, et que la méthodologie présentée pour l'anonymisation de séries temporelles a été pensée depuis le début pour être compatible avec une utilisation en base de données relationnelle. C'est-à-dire, on aurait une table patient, par exemple, une table individu et plusieurs tables correspondant à différents capteurs de séries temporelles associés à des tables de visite dans un hôpital, par exemple, voilà, des choses comme ça. Et cette utilisation de notre méthodologie dans un contexte de base de données relationnelle sera exploitée, utilisée et expliquée lors d'un prochain webinaire dont on ne manquera pas de vous faire part. Et enfin, les résultats qu'on a pu obtenir via les cas pratiques que vous a montré Olivier et d'autres sur l'utilisation de la méthode appliquée à des séries temporelles nous a montré de très bons résultats et dans des secteurs très variés. Le secteur de la santé, vous l'aurez compris, qui est notre secteur historique, mais aussi des secteurs plus industriels, secteur de défense, industrie, de mobilité. Ça a fait l'objet, donc toutes ces données stratégiques, ça a fait l'objet d'un livre blanc qu'a évoqué Olivier tout à l'heure et qui est disponible sur le QR code ici. Donc voilà, vous pouvez avoir accès à la fois à notre documentation publique par le lien de gauche et aussi au livre blanc qui est l'application de l'utilisation de notre méthodologie de série temporelle sur des données stratégiques de type industriel. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour étudier tous les cas d'usage que vous pourriez avoir au regard de sujets d'anonymisation, que ce soit de l'anonymisation tabulaire ou de séries temporelles ou même de schémas de base relationnelle. Et je vous propose dès à présent de passer à la session de questions-réponses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire à haute voix toutes les questions qu'on a reçues et y répondre au fur et à mesure et avant de conclure ce webinaire. À noter donc que pendant la session de questions-réponses, on va vous faire passer des sondages qui vont nous aider nous aussi à récupérer un retour d'expérience sur le webinaire que vous avez reçu, puis aussi de vos attentes en termes d'anonymisation dans la vie de tous les jours, ce qui nous permettront d'améliorer à la fois le produit et nos formations. Donc la première question qu'on a reçue, c'est sur la question de la taille de l'échantillon de base et qui est la suivante. Comment on fait pour anonymiser un jeu de données qui est très petit tout en préservant l'utilité? Est-ce qu'il y a suffisamment de signal statistique? Donc ça, c'est une très très bonne question. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes les solutions d'anonymisation, que ce soit des solutions d'anonymisation dites classiques avec beaucoup de dégradation de l'utilité, avec de la généralisation par exemple, ou des solutions plus poussées comme des solutions d'IA générative ou notre solution qui est pour le coup plus boîte blanche, c'est toujours une balance entre l'utilité, donc le niveau de signal qu'on souhaite conserver, et le niveau de privacy. Pour un jeu de données, plus on a accès à des enregistrements qui sont nombreux, plus c'est facile de conserver un niveau de propriété statistique à un certain niveau de privacy. À l'inverse, si on a un plus petit nombre d'individus, pour atteindre ce même niveau de privacy, on va avoir tendance à baisser un peu le niveau d'utilité. Globalement, le schéma qu'on peut faire, c'est comme le qui-est, plus on a un petit nombre de cases, plus c'est facile de retrouver un individu en peu de questions. Là, c'est la même chose. Plus on a une plus petite cohorte, plus ça va être difficile à un niveau de privacy égal de conserver le niveau d'utilité qui est élevé. Nous, on a déjà prouvé que sur des cohortes de quelques dizaines d'individus, comme 70, 80, on était déjà capable de conserver des indicateurs, déjà tous les indicateurs généraux, on était capable de les conserver, mais aussi des indicateurs plus fins de clustering, voire même d'odds ratio. Mais évidemment, l'intervalle de confiance sur des cohortes qui sont plus petites, il va être nécessairement un peu plus élevé. Donc, c'est quelque chose qui est à garder en tête. Toutefois, l'avantage véritable de la méthode, c'est que vu qu'on génère un jeu de données qui a exactement les mêmes propriétés structurelles que le jeu de données d'origine,
c'est qu'on peut faire les comparaisons sur les indicateurs qui nous intéressent. On a des métriques qui sont génériques, mais on peut venir adjoindre des métriques spécifiques à nos jeux de données et vérifier que malgré le fait qu'on ait une petite cohorte, les indicateurs qui nous intéressent sont bien conservés. Et pour ça, la méthode, elle a accès à de nombreux paramètres qui nous permettent d'adapter tout ça. Donc, je passe à la question suivante. Si Olivier, tu pouvais démarrer quelques sondages en parallèle pendant que je réponds aux questions. Donc, la question d'après, c'est sur le type de langage qu'on utilise pour bon, là, la question, c'est appliquée aux transformations, donc j'imagine aux projections, mais dans l'ordre général, sur quel type de langage repose notre solution? Est-ce que c'est du Python? Oui, en effet. Ça repose majoritairement sur du Python, qui, pour la plupart, repose aussi lui-même sur du C pour des performances computationnelles suffisantes. Pour certaines de nos solutions de projection, on a développé un package qui est open source, qui s'appelle Safe, qu'on va vous mettre aussi en lien dans l'onglet questions-réponses. Et donc, toutes nos fonctions, à la fois de projection et de transformation inverse, en tout cas sur les sujets tabulaires classiques, sont en open source et codées en Python. Et peut-être, Morgane, pour compléter, si jamais la question elle se portait également sur les clients qui sont disponibles pour notre solution, on a un client Python qui permet vraiment d'accéder à tous les détails, à tous les paramètres de la méthode. Et on a également un client web, avec notamment une refonte du client web et un nouveau client web qui sortira très bientôt, sûrement le mois prochain, qui permet au profil non data scientist, au profil non technique, d'utiliser la solution. Tout à fait. Merci pour la précision, Olivier. Et du coup, je vois une nouvelle question. Alors, je te laisserai peut-être y répondre à celle-là, Olivier, mais c'est on a cité donc des partenaires industriels donc, dans ce webinaire, notamment Airbus, Thales, etc. Donc, la question, c'est quel type de données on a anonymisé chez ce genre de partenaires, puisqu'il y a un sous-entendu que ce ne sont pas des données personnelles. J'imagine que c'est ça la question. Donc, je te laisserai y répondre, Olivier, puis si besoin, je compléterai. Oui. Donc oui, en effet, les données, donc là on parle Airbus, Thales, les données de ces acteurs ne sont pas forcément des données personnelles, même si on peut en trouver, mais sont plus des données sensibles, des données stratégiques. Et donc, dans ce cas-là, on va parler de protection de la sensibilité de la donnée. Dans certains cas, on va pouvoir parler de désensibilisation de la donnée. Et pour vous donner un exemple concret de ce qui doit être protégé pour ces acteurs, ça peut être par exemple un client. Donc un client qui fournit des données. Ces données peuvent être utilisées pour de l'apprentissage de modèles, mais il ne faut surtout pas que des informations sensibles des clients fuitent à travers les modèles. Et bien sûr, ces modèles vont bénéficier de l'utilisation de données venant de plusieurs clients. Donc là, on a un exemple concret où ces acteurs veulent absolument cacher, protéger ces informations sensibles. Donc là, on est sur la protection d'un client. Donc, on considère dans ce cas-là un individu égal un client, où on a du contexte, de l'information sur le contexte à protéger. Donc la question suivante, alors elle est assez vaste, je vais essayer de la résumer, mais globalement, elle consiste à demander où est-ce que s'applique notre processus au sein de la chaîne. Est-ce que les données, elles ont besoin d'être stockées quelque part? Est-ce que tout ça, ça pose un problème? Donc là, je vais vous expliquer donc déjà comment il fonctionne notre solution. On a deux types d'approches. La première étant une approche en on-premise pour justement les cas où
les données sont extrêmement sensibles et ne peuvent pas sortir d'un système d'information. On pense à certains de nos utilisateurs qui sont des hôpitaux notamment, où là, il est hors de question pour eux que les données, pour être traitées, sortent de leur EDS. Et on a aussi des solutions qui sont une solution en SaaS, donc sur nos serveurs à nous, qui sont des serveurs hébergés en France, qui sont HDS, et où là, la donnée, elle est envoyée pour être anonymisée, et elle n'est pas du tout conservée. Elle est juste sur le serveur le temps du traitement, qui est relativement court, et dès que c'est anonymisé, c'est supprimé de manière définitive. Donc, pour les côtés réglementaires, ce qui est intéressant d'ajouter pour compléter cette question-là, c'est que le procédé d'anonymisation en tant que tel, étant donné que c'est un procédé qui vise à augmenter la sécurité des données, donc ça c'est l'histoire de la modification substantielle dans le RGPD, mais étant donné que ça augmente la sécurité, eh bien c'est un traitement qui est jugé compatible avec les finalités initiales de la collecte de la donnée. Et donc qu'est-ce que ça veut dire factuellement? Ça veut dire que pour réaliser une anonymisation, je n'ai pas besoin de demander un nouveau consentement à l'individu à l'origine des données, puisque le traitement d'anonymisation, à partir du moment où on est capable de prouver que c'est bien de l'anonymisation au sens du RGPD, d'où l'intérêt des métriques, eh bien, il est jugé compatible et donc ne nécessite pas ce consentement. Et donc, voilà pourquoi nous on a deux approches, l'approche on-premise et l'approche SaaS. Chacune d'entre elles ayant leurs avantages, leurs inconvénients, mais les deux sont possibles et ne posent pas de soucis réglementaires. Une autre question donc qui est sur le fait que la privacy diminue l'utilité et notre expérience, c'est quoi la perte qui est acceptable? Est-ce qu'on peut détailler les cas d'usage correspondants? Donc effectivement, c'est une très bonne question, elle vient compléter celle qui avait été au début où j'avais commencé à répondre. Et je pense qu'il faut que j'ajoute un nouvel élément qui est aussi le ratio entre le nombre d'individus dont on dispose et la quantité de variables à anonymiser. Globalement, certes, la privacy, elle va avoir tendance à diminuer l'utilité, mais ça, c'est surtout vrai dans des cas où on a peu d'individus et surtout dans des cas où on a peu d'individus et beaucoup de variables, c'est-à-dire des matrices qui sont plutôt horizontales. Dans des cas de matrices qui n'ont pas beaucoup d'individus mais peu de variables, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine d'indicateurs, avoir quelques dizaines de patients, c'est suffisant pour déjà conserver un niveau d'utilité qui est très très bon. Ensuite, pour voilà, toute la question va se poser sur des matrices qui sont très horizontales, donc nous, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille. Déjà, du point de vue du RGPD, il y a le fameux principe de limitation qui est d'utiliser uniquement les données dont on a besoin. Et nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire une anonymisation pour un cas d'usage précis, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce qu'on veut faire des données, ça nous permet de maîtriser le risque, puisqu'il y a une autre chose qui est très importante et qui a été, dont on discute souvent avec la CNIL, hein, mais c'est que l'anonymisation, ce n'est pas quelque chose qui est noir ou blanc, c'est quelque chose qui doit être évalué, c'est pour ça que nous, nos métriques sont continues, ce n'est pas du booléen, et ça doit être tout le temps évalué par rapport à un contexte d'usage. Et donc, imaginons que votre jeu de données, même s'il qu'il ait un très petit nombre d'individus, mais beaucoup de variables, mais qui soit destiné à un usage en interne avec un tiers de confiance, on peut imaginer de diminuer le niveau de privacy pour conserver plus d'utilité, et ce sera toujours jugé anonyme au regard du contexte d'utilisation. Et ça sera approuvé par le rapport, etc., etc. En revanche, dans des cas où on veut faire de l'open data, où là on n'a aucune maîtrise sur la confiance qu'on a envers ceux qui vont avoir les données et la sensibilité d'origine, là on va avoir tendance à augmenter un peu plus le niveau de privacy, quitte à perdre un peu plus en utilité. Mais encore une fois, ça c'est surtout valable pour des structures de données qui présentent peu d'individus et à la fois beaucoup de variables, donc des matrices horizontales. Donc, on a une autre question. Alors, qui juge les différents niveaux? Est-ce que c'est nous, le data scientist, le DPO? Ça, c'est une excellente question. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a, évidemment, il n'y a pas de
de seuil défini pour des métriques, etc. C'est quelque chose qui doit être évalué au regard d'un rapport d'analyse de risque. Nous, ce qu'on fournit automatiquement, c'est ce rapport. C'est de dire, bah voilà, vis-à-vis de tel risque d'attaque, voilà le risque résiduel des données générées. Un risque qui sera jamais de zéro, hein, c'est normal. Et donc, au regard du contexte d'usage que vous voulez en faire, c'est à vous de prendre la décision si ça vous paraît bon ou non. Et nous, par contre, on vous offre notre expertise sur, de notre expérience, est-ce que vis-à-vis de cet usage-là, et vis-à-vis des métriques que vous avez obtenues, est-ce que c'est raisonnable de penser que l'utilisation, elle est anonyme? Nous, on peut donner notre conseil et notre expertise là-dessus. Mais vraiment, l'important, c'est de fournir des indicateurs qui sont numériques, qui permettent de réaliser un véritable rapport d'analyse de risque. Et c'est vraiment cette démarche qui est encouragée par la CNIL. On a encore intervenu à Bruxelles récemment avec eux, mais il faut vraiment être capable de quantifier le niveau de risque, ce qui est fait par nos métriques, et de réaliser un usage qui est adapté des données vis-à-vis du niveau de risque qui a été quantifié. Et donc, les extrêmes dont on a parlé, c'est des données extrêmement sensibles qui sont envoyées en open data. Bon, là, on va vous conseiller de mettre des niveaux de métriques qui sont très élevés, comme ceux que Olivier a présentés précédemment. Des hidden rates supérieurs à 90, globalement, c'est une utilisation que nous, on conseille pour l'open data. Et de l'autre côté du spectre, on a des données qui sont un peu moins sensibles avec un partage dans une zone sécurisée à un tiers de confiance. Bon, là, on peut aller sur des hidden rates qui sont beaucoup plus bas et être serein sur l'aspect de privacy. J'espère que ça répond à votre question. J'ai conscience que ça puisse ressembler à une réponse de politicien, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de seuil chiffré puisqu'il n'existe pas. Et pour autant, on travaille là-dessus. Dans le cadre des données temporelles, est-ce que vous avez abordé les données non alignées et non normalisées? Quelles sont les approches pour ces données? Est-ce qu'il y a un impact sur les résultats? Je te laisse la main, Olive, sur celle-là. Oui. Donc oui, on a commencé à travailler sur les séries temporelles en se focalisant exclusivement sur des données alignées et normalisées. La réalité, c'est que dans quasiment tous les cas d'usage, les données ne sont pas alignées et ne sont pas normalisées. Et donc, on a déjà trouvé des solutions pour normaliser les données et pour les aligner. Donc, on peut représenter des données non normalisées. On peut les représenter dans un espace normalisé. C'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Et l'alignement également par des méthodes d'interpolation peut être réalisé. Attention toutefois, quand on fait ça, de ne pas mélanger des données qui n'auraient vraiment rien à voir. Donc, il y a quand même de la finesse à avoir. Donc, ça, c'est vraiment un sujet qu'on continue d'explorer. Donc, on n'a pas forcément de réponse stricte, mais je vais prendre un exemple avec des données, si on a des données de voyage en voiture, admettons. Peut-on vraiment aligner des voyages courts et des voyages longs? Un voyage de 10 minutes, un voyage en voiture, est-ce qu'on peut le comparer avec un voyage de 600 km? Peut-être pas. On pourrait les aligner, on pourrait les normaliser et les comparer ensemble, les mettre dans une même projection. Est-ce que c'est une bonne idée dans ce cas-là? Là, faut vraiment réfléchir et faut regarder d'un point de vue utilité ce qui pourrait être conservé avec ce genre d'approche. Donc, les méthodes existent, pour résumer. Les méthodes existent pour faire cette normalisation, cet alignement. Après, dans quel cadre les utiliser? Il faut faire preuve d'un peu de prudence là-dessus. Mais voilà, on peut tout à fait traiter des données non alignées et non normalisées désormais. Et tout en sachant une chose, c'est que lorsque l'on fait une normalisation, on peut bien sûr dénormaliser cette donnée-là. Donc, je parlais tout à l'heure de métadonnées sur les données temporelles, avec typiquement la durée de la série temporelle. C'est quelque chose qui peut être extraite, ensuite on normalise, on anonymise le tout, y compris cette durée, et à la fin, quand on dénormalise, on prend la durée anonymisée,
Donc, on a changé la durée parce que peut-être qu'elle était très réidentifiante. Et on peut dénormaliser à partir de cette durée. Donc, voilà, on revient bien en termes d'impact sur les résultats. On peut revenir à des données non normalisées. C'est quelque chose de possible. Je vois qu'il y a encore une question. Je vous propose d'ailleurs de poser vos dernières questions tout de suite, parce qu'on va pas tarder à clôturer ce webinaire. Les questions là les 2 questions qui viennent de poser, bon, je me permets de les regrouper ensemble parce qu'elles sont sur le même sujet. Donc, sur l'aspect, est-ce qu'on développe une solution en SaaS? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a les deux. On a une approche qui est en on-premise, donc sur le système où nous, on déploie sur le système, votre système d'information. C'est-à-dire que les données sensibles ne sortent pas de ce système d'information. Et on a aussi une solution qui est en SaaS, qui a d'autres avantages. Le fait qu'on puisse, par exemple, faire nos mises à jour de façon automatique et rapide. Et donc déployer plus rapidement toutes nos mises à jour. Et sur cette plateforme SaaS, enfin, sur cette utilisation en SaaS de notre méthode, nous, on repose sur des serveurs qui sont hébergés en France et qui sont hébergeurs de données de santé. Donc, on a tous les niveaux de sécurité. Et effectivement, donc là, on envoie les données personnelles sur ce serveur le temps qu'il soit anonymisé. Et vous sont retournées les données anonymes. Et nous, on ne conserve absolument pas ni les données d'origine, ni les données synthétiques générées. Tout est supprimé, c'est vraiment pour votre utilisation. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je me permets d'envoyer un ou deux derniers sondages avant la fin. Et le dernier, hop, ça on a envoyé, ok, parfait. En tout cas, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je ne vois pas arriver en tout cas, je souhaitais vous remercier de votre participation à ce webinaire. C'était un plaisir de vous présenter donc notre approche de série temporelle. Si certaines questions vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des cas d'usage auxquels vous pensez ou pour lesquels vous nécessiteriez de l'anonymisation, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On peut peut-être mettre le lien vers nos contacts, Olivier et moi. Et enfin, si vous avez besoin de plus de ressources techniques, n'hésitez pas à consulter notre documentation publique, qui est une vraie ressource exhaustive, où on a à cœur de publier tout ce qu'on fait avec un maximum de transparence. Donc, vous pouvez vous y référer. On a publié les différents liens dans l'onglet questions-réponses de ce webinaire, et vous les avez aussi là sur la page à l'écran. Donc n'hésitez pas à vous référer à ces documentations. Je vous remercie à tous pour votre participation. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire, et je vous souhaite déjà un bon appétit et une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.